Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial des études économiques. Ça y est, les élections américaines qui ont tant mobilisé l'attention à la fois des citoyens mais aussi des acteurs économiques concernés partout sur la planète. Ces élections américaines sont derrière nous et il est temps de revenir à d'autres sujets d'actualité économique. Je précise d'ailleurs que cette vidéo est enregistrée quelques jours avant les élections aux États-Unis. Nous n'y ferons donc aucunement référence, vous comprendrez pourquoi. Au programme donc aujourd'hui 3 sujets que vous allez découvrir dans quelques instants, mais juste avant cela, un nouveau visage à découvrir, celui de Isabelle Mateos Ilago. Elle succède à William de Wilder en tant que chef économiste de BNP Paribas depuis le mois de septembre. Et c'est avec elle que nous débutons pour faire connaissance. Bonjour Isabelle. Bonjour Emmanuel. Alors, nous avons 3 minutes pour faire connaissance, ce qui est toujours un exercice délicat, mettre beaucoup d'informations sur peu de temps, il va falloir faire des choix. Première question très simple, qui êtes-vous ou plutôt en 3 points saillants, comment pouvez-vous résumer votre carrière professionnelle? Premier point saillant, premier tournant en 99, ce qui ne nous rajeunit pas. Je pars à Washington après un début de carrière assez classique à Bercy. Je pars pour servir auprès de l'administrateur français au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. Et c'est une expérience qui me fait découvrir le regard de hauts fonctionnaires étrangers sur la France et surtout sur l'Europe. Et ça me fait prendre conscience de tout ce qui nous rassemble en Europe et que nous avons tendance à nous cacher à nous-mêmes quand on est sur le sol européen, tellement focalisé sur des différences et des divergences de surface. Et puis ça me fait prendre conscience aussi du fait que pour tous ces hauts fonctionnaires d'autres régions du monde, eh bien l'Europe n'est en fait pas du tout au milieu de la carte, contrairement à ce qu'on pourrait croire. D'où l'intérêt d'avoir effectivement un regard extérieur. Après 99, on s'arrête en 2015. Alors là, changement de secteur et changement géographique, puisque des États-Unis, vous arrivez en Angleterre. Alors là, le changement le plus important, c'est effectivement le passage dans le secteur privé. Moi, depuis presque toujours, j'avais le sentiment que pour servir l'intérêt général, il fallait travailler dans le secteur public, puis j'avais envie de servir l'intérêt général. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que c'est presque l'inverse. Et qu'une entreprise du secteur privé, si elle souhaite prospérer, se doit de répondre à un besoin du public le plus large possible. Et que si elle n'y parvient pas, eh bien, elle dépérit et une autre lui succède. Et donc, c'est assez sain comme processus, en fait. Donc, après ces 25 années que vous venez de résumer dans le monde anglo-saxon, vous revenez en France. Avec quel ressenti? Qu'est-ce qu'on ressent quand on rentre chez soi, entre guillemets? Oui, c'est très intéressant. Ça reste un choc culturel, mais beaucoup plus facile à gérer que les précédents, parce qu'en fait, je me sens un petit peu comme un smartphone qui revient à ses paramètres initiaux quand on appuie sur les bons boutons. C'est-à-dire que tous les réflexes, tous les codes reviennent assez spontanément, avec l'avantage supplémentaire quand même que naturellement, je n'ai pas oublié les perspectives gagnées à l'étranger. Donc j'espère que ça va être un plus dans mes relations ici avec mes collègues et puis les clients de la banque. Alors, vous venez donc d'arriver chez BNP Paribas, à la tête des études économiques, c'était le 3 septembre. Comment est-ce que vous appréhendez aujourd'hui cette mission? Eh bien, après avoir beaucoup écouté mes collègues et puis les clients, ce qui me semble très clair, c'est que nous devons faire 2 choses. La première, c'est d'offrir un éclairage à peu près continu aux dirigeants de tous les métiers de la banque, mais aussi à nos clients, sur ce qui se passe dans l'économie, parce que c'est important pour leur prise de décision au quotidien, mais également, et peut-être encore plus important, leur apporter un éclairage stratégique sur les tendances de fond qui affectent l'économie européenne au premier lieu, mais aussi, comme l'économie européenne est très ouverte, ce qui se passe dans les autres régions du monde qui affectent les développements en Europe. Alors justement, restons sur l'actualité et sur les choix éditoriaux qui ont été faits pour cette vidéo que nous avons enregistrée d'ailleurs, il faut le préciser, juste avant les élections américaines. Voilà pour la parenthèse. Quel est selon vous l'air du temps économique et en conséquence de ça, quels sont les sujets qu'on va développer aujourd'hui? On est dans une ère très compliquée, où d'ailleurs l'économie passe au second plan par rapport à des préoccupations géopolitiques nouvelles, par rapport à des problématiques du type changement climatique ou vieillissement démographique qui sont hors de l'économie mais qui ont un impact très important. Beaucoup d'incertitudes, mais au milieu de ces incertitudes, quand même quelques sujets sur lesquels on a une conviction forte. Le premier, c'est la baisse des taux d'intérêt. On est à l'orée, nous semble-t-il, de manière à peu près certaine, d'une phase de baisse des taux d'intérêt des banques centrales. Et puis, deuxième sujet à forte conviction, le ralentissement tendanciel de l'économie chinoise qui va aussi constituer un changement très important pour l'économie mondiale. Et c'est donc ces 2 thèmes qu'on va revisiter dans les séquences à venir. Merci beaucoup Isabelle. Merci Emmanuel. Et nous débutons effectivement avec la baisse des taux et avec Hélène Baudchamp.
La période est donc à la baisse des taux, un sujet dans l'actualité que nous évoquons très régulièrement au sein des études économiques. Et c'est toujours avec toi, Hélène, bonjour. Bonjour. Alors, je vais nous proposer une chronologie sous ton contrôle évidemment de ces baisses de taux que nous avons pu vivre depuis plusieurs mois. C'est la BCE qui a enclenché la première baisse au début de l'été, suivie par la Fed alors qu'elle est très très fort avec 50 points de base. Et aujourd'hui, au moment où nous enregistrons cette vidéo, nous sommes dans les dernières semaines de 2024. Nous en sommes à 3 baisses côté BCE, 3 baisses de 25 points de base. Et cette question qui reste en suspens, c'est le titre, l'intitulé de cette séquence. Est-ce un bon ou un mauvais signe ? C'est plutôt un bon signe pour le moment, dans la mesure où les banques centrales sont en train de procéder à une normalisation de leur politique monétaire, après avoir porté leur taux directeur à des niveaux assez élevés pour combattre la résurgence de l'inflation, et on voit bien sur le graphique cette remontée massive des taux d'intérêt. Mais comme l'inflation a nettement reflué depuis environ 2 ans, que le retour à la cible de 2% se rapproche, eh bien, cela ouvre la voie maintenant aux baisses de taux d'intérêt qui viennent accompagner cette baisse de l'inflation. Et donc en termes nominaux, cela permet à la politique monétaire de devenir moins restrictive. Ce qui est important de signaler, c'est qu'il y a également de l'anticipation dans cette démarche de baisse des taux. Effectivement, l'approche des banques centrales se veut aussi proactive, c'est-à-dire que la Fed et la BCE ne sont pas en réaction face à une détérioration soudaine de la situation économique, mais en prévention pour préserver l'existant, à savoir l'atterrissage en douceur côté américain et le décollage progressif du côté de la zone euro. Donc après une longue période de taux élevés, c'est acté. Nous sommes dans cette nouvelle séquence de baisse des taux avec une question qui reste quand même là. À quel rythme cette baisse va se poursuivre ? Dans notre scénario central, on pense que ces baisses de taux vont se poursuivre alors à un rythme graduel, relativement régulier à l'horizon des prochains trimestres. Il faut en effet, d'une part, continuer de soutenir la croissance pour éviter que les signes de vacillement ne s'accentuent. Ce point vaut en particulier pour la zone euro où la reprise semble battre de l'aile, ce à quoi d'ailleurs la Banque centrale européenne s'est montrée attentive lors de son dernier meeting en octobre. Mais cela vaut aussi pour les États-Unis où il faut éviter un ralentissement plus important de leur marché du travail. Sans oublier également l'inflation. Les banques centrales, effectivement, doivent continuer de compter avec l'inflation car celle-ci n'a pas encore totalement disparu. Elle a baissé, mais elle n'a pas encore totalement disparu. Il y a encore des poches de résistance, notamment du côté des services, où l'inflation reste relativement élevée et baisse assez peu. Et donc, c'est pourquoi il ne faut pas non plus baisser trop vite les taux d'intérêt. C'est vrai que ce fine-tuning, cet équilibre à trouver entre gestion de la croissance et de l'inflation, c'est toujours le sujet qui revient lorsqu'on parle des taux d'intérêt. Alors, quelle est la cible? Jusqu'où les banques centrales vont-elles baisser leurs taux? Bien, une fois encore, dans notre scénario central, on s'attend à ce que la Fed et la BCE reviennent aux alentours du taux neutre, ce fameux taux d'intérêt théorique qui ne stimule ni ne freine l'activité économique. On resterait quand même dans un scénario relativement positif dans la mesure où ça signifie que la politique monétaire n'aurait pas besoin de devenir véritablement accommodante pour soutenir plus franchement l'activité économique. Mais si on considère les risques qui entourent ce scénario central, pour la BCE, il est possible qu'une détente monétaire plus importante s'avère nécessaire, tandis que c'est le risque inverse aux États-Unis. Merci beaucoup Hélène de cet éclairage et on va suivre ce sujet durant les semaines et les mois à venir. On poursuit cette discussion avec Laurent Quignon. Après une longue période défavorable de taux bas de près de 6 années, les banques européennes ont globalement vu leur marge d'intérêt et leur rentabilité s'améliorer avec la hausse des taux de la BCE en 2022 et 2023. Bonjour Laurent. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Alors on arrive maintenant dans une période de baisse des taux, nous venons de l'évoquer à l'instant. Quels en seront les effets sur les marges d'intérêt des banques européennes selon toi ? Il n'y a pas de réponse univoque. Dans les systèmes bancaires à taux fixe comme en France, en Allemagne, en Belgique, la baisse des taux entraîne un allègement du coût des ressources bancaires et cette diminution du coût des ressources bancaires est amplifiée par la réduction des arbitrages de la clientèle vers les produits mieux rémunérés. Et dans le même temps, le rendement moyen des actifs bancaires demeure relativement stable en l'absence de renégociation massive. A contrario, les systèmes bancaires à taux variable, comme en Italie, en Espagne ou au Portugal, qui avaient connu un élargissement visible de leur marge d'intérêt avec la hausse des taux en 2023, devraient plutôt voir ces mêmes marges s'éroder au fil de la révision des contrats de prêt, tout en demeurant supérieurs au niveau qui prévalait durant la période de taux bas.
Alors au-delà de la structure des taux, hein, donc fixe ou variable qu'on comprend bien, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui sont susceptibles de limiter la sensibilité des systèmes bancaires aux variations? Oui, outre les stratégies de couverture, la plus grande diversification des portefeuilles d'activité ou géographiques ou la plus forte proportion de commissions dans le produit net bancaire sont des facteurs de nature à atténuer l'incidence de la variation des taux d'intérêt sur les revenus bancaires. Ce mode de financement, taux fixe ou variable, est-ce qu'il a également une incidence sur l'évolution du coût du risque cette fois-ci? Oui, dans les systèmes bancaires à taux variable, la baisse des taux bénéficie à l'ensemble des emprunteurs, ce qui n'est évidemment pas le cas dans les systèmes bancaires à taux fixe où seuls les emprunteurs récents en profitent et non les emprunteurs en cours. Alors certes, des renégociations sont possibles, mais elles devraient n'être intéressantes que pour une proportion limitée d'emprunteurs. Cela étant, il faut garder à l'esprit que dans les systèmes bancaires à taux fixe, les charges d'intérêt supportées par les emprunteurs n'avaient pas suivi la hausse des taux en 2022 et 2023 et qu'en conséquence, le coût du risque partant d'un niveau initial bas n'y avait que faiblement progressé. Alors la baisse des taux devrait se poursuivre. Dans ce contexte, quid de la rentabilité des banques à horizon des prochains mois d'après toi? Alors l'impact négatif pour les banques européennes en moyenne de la baisse des taux d'intérêt sur les marges d'intérêt bancaires devrait être partiellement compensé par un effet volume positif. D'ailleurs, dans la dernière enquête de la Banque centrale européenne, les banques constatent un assez net rebond de la demande de crédit immobilier et également une reprise de la demande de financement des entreprises pour la première fois depuis 2 ans, ce qui est plutôt encourageant. Une dichotomie devrait persister selon le mode de financement taux fixe ou taux variable et les banques dont le portefeuille de prêt est davantage à taux fixe, comme les banques françaises, devraient plutôt mieux tirer leur épingle du jeu que leurs consoeurs d'Europe du Sud, d'autant qu'elles présentent des portefeuilles d'activité plus diversifiés qui vont bien au-delà de la seule banque de détail et que la baisse des taux d'intérêt pourrait soutenir les commissions perçues dans le cadre d'autres activités. Merci de cet éclairage rapide et complet, Merci. Laurent. Et pour notre prochain sujet, nous partons en Chine. Dernier sujet traité aujourd'hui, le ralentissement de la croissance chinoise avec des effets variés en fonction des pays sur la planète. Sur les pays avancés, on attend par exemple un effet plutôt négatif, même si la déflation en Chine devrait générer des gains de pouvoir d'achat. Et à contrario, sur les pays émergents, il faudra compter avec le canal des IDE qui pourrait bien changer la donne. Nous allons détailler ces différentes situations. Avec toi, Christine, bonjour. Bonjour Emmanuel. On va détailler quelques-uns des différents canaux de transmission de ce ralentissement de l'économie chinoise au reste du monde. Le premier, c'est le canal des échanges extérieurs. Est-ce que tu peux nous le décrire précisément? Oui, alors le canal de transmission le plus évident, en effet, c'est l'effet du ralentissement des importations chinoises et en particulier des importations de matières premières. Ceci affecte les pays producteurs par l'effet combiné d'un affaiblissement de leurs exportations en volume et de la baisse des prix des matières premières exportées. Qui cela va-t-il concerner? Alors, au sein des pays émergents, ce sont surtout les pays d'Amérique latine et l'Afrique du Sud qui devraient pâtir le plus de cette moindre demande en provenance de Chine. Autre canal très important, c'est le canal des prix, puisque ce ralentissement de la croissance chinoise va renforcer la concurrence chinoise. Là encore, quelles conséquences et pour qui? Le ralentissement de la croissance chinoise s'accompagne d'un renforcement de la politique industrielle qui accroît la concurrence chinoise. Pour un pays donné, cette concurrence chinoise s'exerce à la fois sur son marché domestique et sur ses marchés à l'exportation. Et cette concurrence est accrue par les pressions déflationnistes en Chine. Qui sera principalement concerné donc? Avec la hausse des taxes douanières aux États-Unis et le processus de decoupling entre Chine et États-Unis, la zone euro devient sans doute le principal marché à l'exportation de la Chine. Donc si on se concentre sur la zone euro comme marché tiers, et si on croise intensité de la concurrence chinoise sur le marché domestique et intensité de la concurrence chinoise sur la zone euro, alors ce sont sans surprise les pays d'Europe centrale et la Turquie qui sont les plus affectés. Et alors l'Asie? Les pays d'Asie, eux, sont davantage concurrencés sur leur propre marché domestique. Un ultime canal très important, celui des IDE. Ça fait partie de la stratégie chinoise. C'est important de revenir sur ce levier qui est très fortement activé par la Chine depuis plusieurs années.
Oui, les IDE sont une composante essentielle de la stratégie industrielle des entreprises chinoises. Depuis 2-3 ans, on observe une hausse importante des IDE chinois vers des pays afin de contourner les droits de douane ou afin de gagner un accès à des zones de libre-échange. Dans cette dynamique, ce sont les pays d'Asie du Sud-Est, le Mexique et la Hongrie qui sont les principaux bénéficiaires. Donc finalement, pour certains pays émergents, et contrairement aux pays avancés, l'effet global ne sera pas forcément négatif. Des résultats contrastés, donc, d'où l'intérêt de s'arrêter précisément sur ce sujet. Merci beaucoup, Christine. Merci à vous de nous avoir suivis. Et pour approfondir chacun de ces sujets et bien d'autres, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet des études économiques. Vous y trouverez énormément de contenu en ligne. Merci de votre fidélité. À bientôt.